souvent on dit fake it until you make it. Ça, c'est pas possible. On a tenté des partenariats, on a tenté d'aller à l'international trop tôt ou trop mal. C'est sûr, c'est qu'à 400, on est beaucoup moins agile que quand on était 2. Mais on a aussi beaucoup plus d'impact aujourd'hui. Si on revient, mais avec un peu de hauteur sur cette phase de 0 à 1, quel a été pour toi le moment le plus difficile? On n'était personne au début et que c'est difficile de recruter. Il y a même des stagiaires au début, quoi, de venir chez toi. Vous êtes qui? Vous recevez dans un café, je comprends pas, vous faites quoi? Votre site web, il est inexistant ou il est affreux. Au bout d'un an et demi, on avait à peu près 1 million de chiffres. Avec une trentaine de avec clients. Une trentaine de clients, donc ça te donne un peu l'ordre de grandeur. On était de 20 à 30 000 euros, quoi. Ouais, 20-30 000 euros par an. On s'est dit, bon allez, et c'est pas suffisant encore, on pourrait pousser la réflexion encore plus loin pour être sûr que c'est la bonne chose à faire, mais on y va, lançons-nous. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est génial. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Vincent, le fondateur de Deepkey, pour passer un peu leur étape du 0 à 1 et tout savoir. Mais avant de se lancer là-dedans, Vincent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà quelques mots sur toi et évidemment nous pitcher Deepkey? Avec plaisir, merci de me recevoir. Je suis Vincent Briand, je suis ingénieur de formation et j'ai fait un MBA à Londres en milieu de carrière. Je suis le PDG de la société et cofondateur. Et Deepkey, nous sommes une entreprise de logiciels et de conseils qui aide les acteurs de l'immobilier, qu'ils soient propriétaires ou occupants, en fait, à réduire l'impact de leur patrimoine sur le changement climatique notamment, mais de manière générale sur toutes les questions environnementales, en faisant levier sur la donnée grâce à la technologie. Et concrètement, on aide nos clients à faire des économies d'énergie, à prendre des décisions par rapport à des risques climatiques ou des risques naturels, et puis à se conformer à toutes les obligations de reporting ou réglementaires qu'ils peuvent avoir. Ok, hyper clair. Et pour être super concret, je ne sais pas si tu peux les nommer, peut-être pas, mais un client type, c'est qui? On connaît pas? C'est des real estate, quoi? C'est des proprios ou c'est des grosses boîtes? C'est quoi? En fait, les deux. On travaille aussi bien avec des grands acteurs de l'industrie comme Stellantis, des entreprises de conseil mondiales comme Capgemini, des chaînes de magasins comme Picard, des centres commerciaux comme Clépierre ou Nood, par exemple, mais aussi effectivement des grands propriétaires immobiliers financiers comme des foncières comme ICAD ou encore des acteurs de la finance internationale comme Blackstone ou Brookfield. Ok, génial. Donc, on voit déjà ces 2 typologies de clients, ou même 3. Alors, on va revenir en arrière, mais pour savoir combien de temps on revient en arrière, Deepkey, c'est né il y a combien de temps? On a lancé l'entreprise en 2014. En 2014. Ok, cool. Bon, ça va faire un peu plus de 10 ans. On va zoomer sur ce fameux 0 à 1. Est-ce que ça a commencé, Deepkey, par une idée ou par une association entre cofondateurs? C'était quoi le point de départ? C'est une bonne question. En fait, on se connaissait, Emmanuel et moi, via Jean-Marc Jancovici. Parce que j'avais créé une association avec Jean-Marc qui s'appelait Avenir Climatique en 2006-2007 et que Emmanuel travaillait dans le cabinet Carbone 4. Et en fait, on était amenés à se rencontrer lors d'événements organisés par Carbone 4. Et c'est là qu'on a ressenti le désir de s'associer parce qu'on partageait tous les deux, en tant qu'ingénieurs, un constat commun. Ce constat, c'est que bien que l'immobilier soit le premier contributeur mondial aux émissions de CO2, la façon avec laquelle on construit les bâtiments et la façon avec laquelle on les gère, tout ça, ça pollue beaucoup. Les acteurs de l'immobilier, qu'ils soient propriétaires ou utilisateurs, se contentaient de visiter les bâtiments, ajouter des compteurs bâtiment par bâtiment pour comprendre ce qu'ils devaient améliorer. Or, nous, on pense toujours qu'il y a énormément de données qu'on peut, grâce à la technologie, utiliser pour aider les acteurs à prendre des décisions. Et c'est comme ça que c'est né. Ok. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, vous êtes rencontrés via cette association ou le Carbone 4. Et concrètement, d'où vient l'idée? Est-ce que d'abord, vous êtes tapé dans la main en disant on veut lancer une boîte ensemble dans cette lignée-là, j'entends, et puis on va affiner, et on va la travailler, ou non, il y en a l'un de vous deux qui est arrivé avec l'idée sur la table et qui est venu voir l'autre en disant allez, maintenant c'est le moment de se lancer? Donc c'est né de l'idée avant tout. C'était pas forcément, même au départ, on en parlait, on réfléchissait, on déjeunait ensemble, on imaginait s'associer avec d'autres. Et donc c'est autour de l'idée qu'on a construit. On a passé 1 an à réfléchir, à faire des tests tous les deux, avant de se dire allez, on se lance et on se jette dans l'aventure tous les deux. Alors, hyper clair. Donc, il y a cette période pendant 1 an. Donc, j'imagine, lui bosse encore chez Carbone 4. Chez Carbone 4. Toi, tu étais où? Dans les filiales de services d'Engie, donc les Cofili, Néo, toutes ces... Ok, donc vous aviez tous les deux encore vos postes respectifs.
Et à un moment, vous avez dit, OK, l'idée est assez maturée, elle est assez bonne que pour y aller. Qu'est-ce qui a fait ce fameux déclic de maintenant, on dépose notre démission, on y va? Et ben, en fait, c'était, on a utilisé, en l'occurrence, mon auto-entreprise pour vendre 2-3 prestations à côté. Donc, on avait pris des jours de congé pour aller voir un client qui était basé à Toulouse. OK. Et dans le TGV de retour de Toulouse, on est en train de retour plutôt, là, à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, OK, c'est pas suffisant encore. On pourrait pousser la réflexion encore plus loin pour être sûr que c'est la bonne chose à faire. Mais on y va, lançons-nous. OK. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. OK, génial. Dis-moi un peu plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse et qu'est-ce que vous avez été montré à ce client? Ou c'était de la discovery pour connaître son problème ou vous avez déjà montré un début de solution au problème que vous aviez identifié? Concrètement, c'était un revendeur de photovoltaïque Ouais. pour l'industrie, la logistique, etc. Pardon, je confonds avec un autre. C'était un revendeur d'éclairage à LED, OK, pour oui, très exact. clair. Aussi pour l'industrie et la logistique. Et en fait, on avait leveragé les données publiques existantes et les profils types de ses clients pour faire la jonction entre les deux et lui dire et l'aider à cibler les bâtiments sur lesquels sa solution serait la plus intéressante et la plus rentable pour ses clients futurs. Et donc, cette journée qu'on avait passée chez ce client, c'était pour lui restituer notre travail d'analyse, OK, où génial. on avait utilisé donc, cette donnée publique, on avait fait tourner des algos dessus, et on est arrivé avec une liste de bâtiments cibles, du plus intéressant, du plus rentable au moins rentable. Et il était content, il devait maintenant envoyer ses commerciaux à la chasse Ah oui. pour aller chercher ses nouveaux clients. Et sur le retour, j'étais convaincu que c'était le moment parce que ça me donnait espoir dans le fait que il y avait des choses à faire. Et donc, je dis, Emmanuel, allez, franchement, on y va. Peut-être qu'on n'a pas assez de points Ouais. de preuve, on n'a pas assez Ouais. de retour d'expérience, mais allons-y, lançons-nous. Et je me rappellerai toujours de la réponse d'Emmanuel qui était, je te propose qu'on dîne avec nos femmes. Et en fait, on a dîné tous les quatre. Et Ah, en c'est sortant de génial. là, on s'est dit, allez, c'est le moment. Ah, c'est génial. Attends, est-ce qu'Emmanuel était déjà un repeat entrepreneur ou, Non, ou c'était toi, sa non? première, Ah, c'est drôle. Parce que comme moi, tous les deux, c'est notre première. ok, c'est votre première. Parce que c'est souvent potentiellement l'histoire d'inclure la famille, les femmes ou le conjoint, c'est un point important. Et surtout, c'est les repeat founders qui l'ont parfois vécu et ont vu à quel point, en fait, embarquer tout le monde dans le couple, c'est important parce qu'être entrepreneur, c'est pas une décision à soi seul. Ça Ah embarque non, tout le monde. c'est une C'est un décision de choix de vie, famille, c'est un choix de exactement. vie, c'est prise de risque, évidemment. Ouais, Bon, après, en France, on a la chance quand même ouais. d'être bien Ok. accompagné pour ce genre de choses. Mais effectivement, l'un comme l'autre, on ressentait le besoin d'avoir le sign-off Ouais, exactement. de notre Officiel. Chief Family Officer, notre Exact. CFO. J'adore. Et donc, très concrètement, après ce dîner, j'imagine que ça se passe bien. euh, il se passe quoi? Vous êtes dans une démarche encore d'affinage, de validation. Vous passez sur la construction d'un produit. C'est quoi les premières étapes à partir du moment où vous êtes full-time sur DeepKey? Alors, la première étape, c'était de trouver des clients. Ok, trouver des clés. Dès le départ. Et on s'est dit, non pas, on avait déjà une idée de ce qu'on voulait construire comme logiciel. On voulait construire un logiciel, Oui. ça c'était important, mais on voulait pas le construire de l'interprétation ou l'idée qu'on s'en faisait, Ouais. mais on voulait répondre à des cas clients. Par ailleurs, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, avoir des clients, c'est le meilleur moyen de financer Ouais. son travail. Et donc, on a cherché avant tout à avoir des premiers clients pour répondre, leur poser des questions, comprendre leurs problématiques et Génial. répondre à leurs problèmes. Génial. Ces premiers prospects, avant même que ce client, vous les avez trouvés où? C'est du réseau, c'est de la chasse, c'est des Ouais, intros, c'est quoi? nos premiers clients, le tout premier c'était Picard, en l'occurrence, qu'on a convaincu sur une première mission. Mais sinon, on a travaillé avec nos anciens employeurs, c'est-à-dire qu'on Ouais, était évidemment. partis en très bons termes. Et donc, et Carbone 4, et Elifi, LDNJ, on a trouvé des sujets sur lesquels on s'est proposé de les aider et où ils nous ont sous-traité des choses pour qu'on puisse aider sur des cas de figure et tester des cas d'usage. Ouais. Et le tout premier vraiment client qu'on a convaincu, c'était Picard, qu'on a rencontré à un salon. Ils cherchaient une solution parce qu'ils avaient 1000 magasins, 20, je peux le dire, c'est public, mais ils l'ont déjà dit, mais 20 millions de factures à l'époque énergétiques par an, 20 millions d'euros. Et ils cherchaient sur ces 1000 magasins à trouver les bâtiments qui étaient les plus représentatifs de leur patrimoine pour savoir lesquels ils devaient instrumenter pour avoir une vision plus fine du comportement des magasins et notamment de tous les meubles froids qu'ils ont, etc. Et donc, ça a été notre
toute première mission, ça a été de leur faire une analyse pour savoir, toutes choses étant égales par ailleurs, quels étaient les bâtiments qui étaient les plus représentatifs, les fameux barycentres, afin de pouvoir installer du comptage et ensuite extrapoler des analyses sur les clusters, les familles de bâtiments similaires. Ok, génial. J'adore le sujet analyse de factures, dépenses et tout. Est-ce que dans cette approche donc, où tu vas voir différents prospects, tu essaies de découvrir leurs problématiques et donc potentiellement d'y répondre avec du service et du software, c'est le tout début, c'est normal. Il y a toujours le risque qu'on entende en fait des problématiques différentes chez chaque prospect et en fait arriver à construire un peu quelque chose qui ne se ressemble pas en fonction des différentes missions. Vous, est-ce que c'était très clair que tous vos prospects vous parlaient de la même problématique, peut-être l'analyse de ces factures et comment réduire les coûts de ces factures énergétiques, ou est-ce que vous aviez déjà un panel assez large en fait, de demandes dans vos premiers, ce que nous on appelle, je vais peut-être les appeler les design partners? Non, il y avait plein de cas d'usage différents. Okay, il y avait plein de cas d'usage différents et ça a mis du temps de trouver des déterminants communs à tous ces cas d'usage, savoir ce qu'on était capable et ce qui était souhaitable pour nous de faire, ce sur quoi il fallait apprendre à ne pas s'engager. Et là, pour le coup, nombreuses fois, je nous ai poussé à y aller, à signer des choses pour tester, etc. Et même lui disait, attends, t'es sûr ça, Et donc, à la fois, on a eu beaucoup de découvertes et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas faire et qu'il fallait abandonner. Mais non, il n'y avait pas un pattern qui était commun à tout le monde, qui aurait été facile à construire. Il a fallu tâtonner pour répondre à plein de cas d'usage et plein de demandes différentes. Ouais. Donc là, vous n'êtes encore que 2 dans la boîte. Vous signez un client comme Picard. Peut-être pour être très concret, un premier design partner comme ça, d'un point de vue rien que pricing, tu priçais ça comment comment ça s'est passé? Au début, on a pris les choses simples. C'était à la fois dimensionné comme du conseil, donc le nombre de jours que nous, on estimait qu'on allait y passer pour être sûr de ne pas vendre ça n'importe comment. Et en même temps, on commençait à tester le willingness to pay par rapport à la facture globale. C'est-à-dire, tant de factures, si nous, on prend 0,00%, est-ce que c'est acceptable ou pas? Donc, on testait des choses, mais c'était vraiment le début à ce stade-là. Et donc, les premiers clients qu'on a signés, c'était plutôt en mode conseil. Ouais, très clair. Ok. Et si on revient sur la partie peut-être produit, ou du moins productiser, peut-être aussi la partie servicielle que vous aviez, comment vous l'avez abordé? Est-ce qu'il y avait vraiment cette notion d'arriver avec ce qu'on appelle un MVP à un moment, qu'on met dans la main de ses prospects, clients, design partners? C'est arrivé, la notion de MVP, mais plus tard. Au départ, on s'est concentré sur le client. Donc, c'était quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, comment on peut y répondre. On n'allait certainement pas faire du conseil classique avec de la recherche et 3 slides. Ça n'avait aucun intérêt. À ce moment-là, tu deviens un cabinet de conseil. En revanche, comment on peut utiliser l'open data? Comment on peut utiliser les data analytics? Comment on peut utiliser des hacks pour du code pour faciliter, automatiser, aller plus loin dans l'analyse? Et donc, typiquement, on exploitait beaucoup de données publiques, les données privées de nos clients qu'on combinait, mais ces données n'étaient jamais dans le bon format, jamais de la bonne manière. Et donc, on a fait beaucoup d'ETL, les fameux extraction, transformation, and load, pour en fait, à partir de ces bouts de données, ici une base de données SQL, là un fichier Excel, là un site à scraper en ligne, etc., et bien collecter cette information et en faire un jeu de données utilisable. Et ensuite, il y a tout l'enjeu d'interpréter ces données et faire des analyse par composant principal, arbre de décision. On a testé plein d'algorithmes différents. Et donc là, on utilisait par exemple AirProject, la plateforme, pour fonctionner comme ça. Et ensuite, mettre à disposition un résultat qui soit en ligne. Tout de suite, on voulait montrer quelque chose qui ne soit pas un PowerPoint, qui ne soit pas un rapport, mais qui soit quelque chose d'interactif qu'on mette dans les mains de nos clients. Et donc, on a publié ce qu'on a appelé notre première version, la DeepKey Ready 1, qui était des bouts d'applications en ligne publiés dans le cloud et qui utilisaient comme moteur à la fois les ETL d'un côté et de l'autre le moteur de calcul R. Ok. Et là-dessus, vous avez vu converger, vous avez dû faire des choix sur cette première version produit où il y a peut-être des prospects qui avaient des demandes qui rentraient plus dans le scope et tout. Est-ce que vous avez perdu des design partners ou clients dans ces premiers mois, premières années? Alors, on est arrivé jusqu'à une cinquantaine de clients et une cinquantaine de cas d'usage, un peu moins, mais une trentaine de cas d'usage couverts par cette infrastructure, si je peux dire. Mais on est arrivé au bout
de la maintenabilité et de la non-création de dettes. Et puis, de l'autre, on voyait jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on souhaitait aller et quel était le déterminant commun entre ces cas d'usage. Et donc, c'est vrai qu'on a perdu des clients parce qu'on est allé parfois très loin, jusqu'à des cas d'usage qui sortaient de notre on va dire scope naturel. C'était des tests, on a aussi besoin de sous, faut pas se mentir. On se dit, tiens, si on veut embaucher telle personne, attends, on n'a pas suffisamment de moyens. Attends, vas-y, on va prendre ce client, on va faire ce qu'il veut, et puis ça nous dégage un peu de marge et ça nous permettra d'embaucher. Et puis, d'un point de vue informatique, infrastructure, quand on arrive à 50 applications, qui étaient en fait 50 applications en ligne, mais pas SaaS, parce que toutes avec une base God répliquée, toutes avec des bases de données différentes, et donc toutes non mutualisées. Là, on s'est dit, bon, allez, stop. Maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle supérieure. Il faut qu'on passe à une vraie application SaaS dans laquelle on va investir pour ramener tous ces cas de figure dans une application plus classique en ligne. Ok, génial. Et juste pour se donner un peu de timeline, d'horizon de temps, ça a mis combien de temps le moment où vous avez fait ce fameux dîner à 4 et ces 30 clients ou un moment là où vous dites en fait on fait la bascule, on va passer sur un modèle SaaS et construire un produit homogène pour tout le monde, il y a combien de temps? 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, 1 an et demi, 2 ans. Ok, super. Et signer une trentaine de clients. Et donc là, toute cette période-là a été autofinancée par ces clients ou vous avez autofinancé. Alors, l'État a aidé un peu, puisqu'on a profité des mécanismes de création d'entreprise pour notamment nos salaires de fondateurs, enfin nos salaires. Si, c'est quand même des salaires, mais évidemment, mais pour les aides à la construction d'entreprise. Mais sinon, oui, exclusivement autofinancement. Et alors, durant toute cette période, tous les clients que vous avez signés, c'était pas de l'abonnement, pas du récurrent, c'est du one-off à chaque fois à la mission. Ah non, très vite, on a cherché à mettre du one-off. Justement, parce que les premiers, non, parce qu'on tâtonnait. Mais très vite, on a dit, attendez, on va vous mettre à disposition ce travail-là. On va le mettre à jour, plus ou moins automatiquement. Mais vous allez avoir à disposition au moins tous les 6 mois, tous les trimestres, voire tous les mois, une plateforme qui vous donne de la visibilité sur vos consommations d'énergie, sur vos émissions de CO2 et qui vous aide à prendre des décisions de mise en place de comptage, d'efficacité énergétique, de rénovation et à comparer ces bâtiments les uns par rapport aux autres au quotidien dans votre portefeuille. Donc, et très vite, on est rentré dans une notion de récurrence avec nos clients. Voilà. Ok, super. Pour avoir un peu un ordre de grandeur, on est sur quelle typologie de panier moyen? Alors, j'imagine qu'il y avait des très gros et des moins gros, mais à la louche, on est dans les dizaines de milliers, centaines de milliers par an. Au bout d'un an et demi, on est à peu près à 1 million de chiffres. Avec une trentaine de avec clients. Une trentaine de clients, donc ça te donne un peu l'ordre de grandeur. On était de 20 à 30 000 euros. Quoi. Ouais, 20 à 30 000 euros par an. Ok, super. Hyper clair. Comment on trouve 30 clients? Voilà, 30 clients à 30 000 euros en 12-18 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, comment on les trouve? Et après, on demandera qu'est-ce qu'on leur dit, mais comment on les trouve, ces 30? En allant à des salons, en faisant marcher le réseau, en prenant le téléphone et en appelant au hasard, pas au hasard, mais des entreprises, en ciblant les personnes, en faisant de la outreach classique. Vraiment, en faisant feu de tout bois. En fait, c'est ça. Dans toutes les directions. On y allait tous les deux à fond. On faisait tous les deux tout. On avait quasiment des clients qu'on suivait tous les deux. On travaillait pour les clients respectifs de l'un et l'autre. Mais au début, on allait tous les deux faire du commerce. Tous les deux, on gérait les clients. Tous les deux, on implémentait. Et c'était important d'y aller à fond et de chercher dans toutes les directions. Ouais. Donc, il n'y avait pas de baguette magique. Il n'y avait pas un canal d'acquisition qui fonctionnait beaucoup mieux qu'un autre. Vous avez, entre guillemets, fait tout. Et vous avez eu des clients qui sont venus de tous ces canaux. Quoi. Exactement. Ok, très clair. Pourquoi ils achetaient? Est-ce qu'il y avait C'était quoi le why now et pourquoi ils ont passé le pas? Est-ce qu'il y avait un changement réglementaire? Qu'est-ce qui vous donnait un vent positif qui vous permettait de closer ces premiers clients, quoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous aidait en fait? Alors, pas du tout de vent réglementaire à l'époque. Les premières réglementations, elles sont arrivées en 2019-2020. Ok. Donc, avec le décret tertiaire en 2020, donc la taxe européenne en 2021-22, CFDR, tout ça. Ouais. Donc non, à l'époque, il n'y avait pas du tout ça. À l'époque, il y avait plusieurs raisons. La première, c'était qu'ils avaient un problème concret qu'ils souhaitaient résoudre et on les écoutait pour essayer d'y répondre. Et excuse-moi, mais donc ce problème concret, c'était diminuer le coût de la facture énergétique de leur parc immobilier? Alors, les drivers fondamentaux, c'était, oui, effectivement, réduire les charges.
Okay. Réduire l'impact sur l'environnement, l'énergie, le climat, faire de la rétention vis-à-vis des collaborateurs. Certaines industries, certains collaborateurs, c'était important pour eux. Donc, on avait des entreprises qui cherchaient à jouer un petit peu là-dessus. Et puis, réputation, image vis-à-vis des clients, notamment. Il y a certaines entreprises pour qui... Voilà. On a aussi ciblé, on cherchait beaucoup les entreprises pour qui c'était naturel. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de mouvement pour le climat ou de l'efficacité énergétique, pas du tout. Et donc, on ciblait les 5-10% des entreprises qui avaient cette appétence pour une raison X ou Y. Soit parce qu'elles étaient énergético-intensives, une grosse facture d'énergie, soit parce qu'elles avaient déjà cette fibre-là. Elles étaient intéressées pour, notamment ICAD, qui était la première foncière avec qui on a travaillé. Tout de suite, on a vu que ICAD, foncière publique, avait pris des engagements, prenait déjà des engagements bien au-delà de la réglementation, avait une démarche structurée en la matière. Et donc, pour nous, c'était la parfaite cible. Et justement, tu me fais penser à, vu que vous aviez un peu ces deux typologies de clients, donc les clients, je vais les appeler corporate, et puis les foncières, est-ce qu'il y avait une proposition différente pour chacun d'entre eux ou pas? Ou est-ce qu'en fait, pour vous, c'est la même typologie de clients? Non. Alors aujourd'hui, il y a très clairement des différences et qui reconvergent. C'est intéressant. Okay. À l'époque, on cherchait à convaincre sur les propriétaires, parce qu'on se disait, c'est évident qu'à terme, la valeur de l'immobilier, que l'immobilier a dans la valeur intrinsèque de ces bâtiments, a une composante très forte qui est la durabilité. Alors à l'époque, on parlait de développement durable, mais nous, on était convaincus qu'un jour, ça allait impacter les valeurs des bâtiments, que ça allait être un risque supplémentaire à gérer, que c'était une question de solvabilité pour les locataires à terme. Mais à l'époque, il n'y avait pas de driver. C'était un sujet les factures d'énergie étaient relativement basses. Il fallait penser, à l'époque, pour 500 € de loyer, l'énergie, c'était entre 5 et 10 €, par exemple. Donc, ce n'était pas un sujet. En plus, c'était payé par les locataires. Il n'y avait pas de réglementation. Je me rappelle de mes premiers salons sur l'immobilier, quand je pitchais les propriétaires immobiliers, ils me disaient « ça va, c'est intéressant, mais en fait, nous, on ne paye pas la facture. Donc, si tu veux, je t'introduis un ou deux locataires. » Et donc, à l'époque, il n'y avait pas la maturité sur les acteurs de l'immobilier. Donc, on n'a pu aller qu'avec ceux qui avaient pris des engagements parce qu'il y avait une vraie vision ou parce qu'ils avaient pris des engagements publics. Ensuite, on est allé sur les occupants, les utilisateurs, pour qui l'enjeu principal, c'était les économies de charge. C'était vraiment l'économie, l'amélioration de la marge, de la profitabilité, etc. Et là, pour le coup, on a eu une oreille plus attentive. C'était loin d'être tout le monde. Il y avait parfois d'autres intérêts, comme ceux que j'ai cités, d'image, de réputation, etc. Mais c'était là où on avait le plus d'attache. C'est là où on était le plus entendu. Et surtout, encore une fois, au sein même de tous ces sujets, de ces petits contrats, bien écouter les clients pour comprendre quelle est leur problématique et ensuite apporter une offre qui n'est pas si chère que ça, en tout cas pour démarrer, ça a été, c'est ça qui a fonctionné. Et parce qu'on dit souvent, et surtout au début de l'aventure d'une boîte, d'être très spécialisé sur une typologie de clients pour bien gagner entre guillemets cette verticale et puis potentiellement aller sur d'autres. Est-ce que vous l'avez fait comme ça? Vous avez d'abord commencé plutôt avec le corpo et ensuite est venu les foncières, ou vous aviez été de front sur les deux en fait? Alors, on avait un avis. Et on s'est globalement trompé d'ailleurs. Mais on a tout essayé. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les fournisseurs équipementiers d'éclairage à LED et de photovoltaïque, que j'ai mentionné, mais aussi, j'en peux parler des entreprises spécialisées en rénovation de chauffage. On a travaillé avec les fournisseurs d'énergie. On a travaillé avec les propriétaires immobiliers. On a essayé de travailler avec les propriétaires immobiliers. On a travaillé avec des occupants. On a travaillé avec des facility managers. On a vraiment cherché large pour voir où est-ce que ça prenait le plus. Et pendant cette époque-là, ce qui a marché le plus, c'était les utilisateurs, les occupants. C'est là où il y avait un alignement d'intérêts et où on pouvait apporter le plus de valeur à court terme. Ensuite, ça s'est dégagé quelques années plus tard, vraiment énormément sur les propriétaires immobiliers. Mais les premiers clients, c'était les occupants. Quoi. Et occupants, ça c'est peut-être une question de culture générale, mais quand on dit les corporates, ils sont occupants, mais ils sont rarement propriétaires, en fait? Ça dépend. On parle d'utilisateurs, d'occupants, qu'ils soient propriétaires ou pas. Ah oui, qu'ils soient propriétaires. C'est la différence entre les acteurs de l'immobilier dans le métier vraiment d'investir et de gagner des revenus grâce à la location des bâtiments et puis à la revente à terme. Et puis les occupants qui utilisent l'immobilier, qu'ils soient propriétaires ou pas, pour leur activité.
Donc, ça va être les EHPAD, ça va être des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants, des chaînes de centres commerciaux. Typiquement, un Picard détient la majorité de son immobilier en propre ou ils sont locataires? Non, à l'époque, c'était réparti à peu près moitié-moitié. Ah, moitié-moitié. Ok, super intéressant. Ok, donc se focus là-dessus. Et donc, quand vous arrivez à votre million de chiffre d'affaires, mais d'ARR, parce que ça c'est récurrent, qu'est-ce qui fait ce point de bascule vers on doit construire un produit qui est entre guillemets identique pour tous nos clients, et j'imagine qu'à ce moment-là arrive le sujet de la levée de fonds. Oui, alors le sujet de la levée de fonds est arrivé justement pour qu'on se donne les moyens de passer plus sérieusement à un SaaS plus professionnel. Donc on a fait une première levée de fonds en 2016, donc ça faisait 1 an et demi qu'on avait démarré. Et cette levée de fonds, elle a eu pour vocation de nous permettre d'embaucher plus de monde, des développeurs professionnels, un architecte, un CTO, de manière à basculer dans cet univers-là et à professionnaliser notre infrastructure et notre produit, qui n'a pas été un produit unique pour tout le monde. Enfin, c'était la même base de code, mais en réalité, il y avait encore beaucoup de paramétrage pour s'adapter à toutes les spécificités de nos clients qu'on a gardé longtemps et qu'on a gardé aujourd'hui. On a toute une couche de paramétrage pour s'adapter aux spécificités de nos clients. Et ça, si tu veux, dans les clients enterprise, tu n'as pas trop le choix, il y a toujours une Même si tu as la même base de données, même base code, tu as toujours un peu de paramétrage. Vous étiez combien dans l'équipe au moment où vous avez fait ce shift et cette levée de fonds? Une idée, vous étiez déjà une trentaine. Vous étiez déjà une trentaine? Ouais, alors peut-être incluant les stagiaires à l'époque, mais une trentaine. Ah oui, costaud. Ah oui, dingue. Ok, impressionnant. Ouais, je dirais 25-30, ouais. Ok. Votre première levée de fonds, j'ai pas le chiffre en tête, c'était quoi 2,5 millions. Ah oui, donc c'était c'était pas encore la folie des grandeurs de ce qu'on lit aujourd'hui, mais ah oui, non, c'était pas... Mais c'est déjà une belle... à l'époque, on était content de le signer. C'est ça. C'est quel fonds qui a investi? C'était Demeter et Heinov. Ok, très chouette. Si on zoome peut-être brièvement, mais sur la relation co-founder, comment est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce que vous l'avez structurée? Comment vous la nourrissez, cette relation entre les deux co-founders? Une association, c'est... pas un mariage, mais c'est l'équivalent en milieu professionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment un acte fort, un acte important, et il y a tout un apprentissage parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on vit une phase vraiment de lune de miel pendant un moment, puis qu'après qu'on découvre les défauts de l'autre, les incompréhensions, les choses, et donc nous très tôt, on a eu le souhait de se faire accompagner par des coachs pour justement... apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble, et si on devait se confronter, ne pas être d'accord, que ce soit pour les bonnes raisons et pas parce qu'on s'était mal compris, des questions d'ego ou des incompréhensions. Et notamment, je me rappelle de cette étude que j'avais vue à la London Business School, qu'on nous avait présentée, qui était que c'était quelque chose comme au bout de 5 ans, 3/4 des boîtes coulent pour des raisons financières. Et il y avait une étude équivalente qui disait, au bout de 5 ans, 3/4 des boîtes coulent parce que les fondateurs ne sont pas entendus. Et la question, c'était l'œuf et la poule. C'était qu'est-ce qui avait généré... Et ça, nous, Emmanuel et moi, ce n'était pas possible. Donc on a dit, on va faire l'effort de travailler sur nous, de travailler ensemble avec des tiers pour justement qu'on ne tombe pas dans ces pièges qui sont sur le chemin. Génial. Ça vous a sacrément aidé? Ah oui, ça a été déterminant. Ah, déterminant. Ok, génial. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Et ça, vous avez commencé dès le début à avoir ce coaching externe qui vous a accompagné. Et vous continuez encore aujourd'hui? Oui, exactement. On continue. Et même maintenant, c'est l'Exco et les autres leaders de l'entreprise qui sont accompagnés aussi en collectif et en individuel pour encore une fois se remettre en question, se transformer, savoir ce qui appartient à soi, ce qui appartient à l'autre et apprendre à travailler ensemble dans l'intérêt d'une seule chose, parce qu'il n'y a qu'un seul patron à la fin, c'est ce qu'on veut accomplir. Et donc, il n'y a pas plus important que ça. Ce n'est pas les fondateurs, ce n'est pas les investisseurs, ce n'est même pas le client, je dirais. C'est la mission de l'entreprise. Ça passe par les clients. Mais... Oui, évidemment. Et si on revient, mais avec un peu de hauteur, sur cette phase de 0 à 1, quel a été pour toi le moment le plus difficile dans cette phase? Oh, il y en a eu plein. Il y a eu qu'on n'était personne au début et que c'est difficile de recruter, c'est difficile de convaincre même des stagiaires au début, de venir chez toi. Vous êtes qui? Vous recevez dans un café, je ne comprends pas, vous faites quoi? Votre site web, il est inexistant ou il est affreux. Donc il y a vraiment... ça n'a pas été évident, je me souviens. Ça n'a pas été évident non plus de convaincre les premiers clients et de trouver
nous, on a toujours, souvent on dit fake it until you make it. Ça, c'est pas possible. On voulait pas, on voulait dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et qu'on n'en soit jamais trop loin. On peut prendre un peu d'avance, on va pas se mentir. Mais on voulait pas être pris en défaut. On supporte pas ça. Donc c'était pas facile de trouver le bon équilibre entre. Je vois ce que vous voulez, je sais pas encore complètement le faire, mais en fait, moi, je pense que vous auriez aussi besoin de ça. Et trouver cet équilibre entre satisfaction et assertivité, ça a été très dur et très pénible de trouver le bon équilibre au début. Ça a été beaucoup d'énergie. Ce qui est dur aussi, c'est à la fois très excitant, mais en même temps, c'est d'être au four et au moulin et de tout faire en même temps et de tout structurer, de s'occuper aussi bien de trouver des locaux pour les premiers stagiaires, que de construire soi-même les premiers ETL, que de faire un premier contrat. Et donc là, on prend conscience de l'énormité de la tâche, mais aussi de toute la connaissance, tout le domaine de connaissances qu'on n'a pas encore ou qu'on doit acquérir. Tout bête, mais trouver un contrat de type SaaS quand on démarre, aujourd'hui peut-être que c'est évident, à l'époque, à qui je demande ça, un premier contrat SaaS, qui peut me fournir un contrat? Je vais appeler quelqu'un qui... donc, voilà. Toutes ces petites choses. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais ou est-ce quelque chose que tu ferais différemment? Il y a plein d'erreurs que je ne referais pas, certainement, mais en même temps, c'est la résultante de qu'est-ce que je ferais différemment. Aujourd'hui, avec plus d'assurance, j'ai beaucoup poussé Emmanuel et l'entreprise à tester des choses pour avoir des clients, pour avoir les logos, pour avoir les revenus, pour avoir des jeux de données, pour avoir des tests qui, au début, nous ont défocusés ou nous ont emmenés sur des chemins qui ont été des tests intéressants, mais il y a eu des cas de figure que j'éviterais aujourd'hui. Il y en a d'autres, alors maintenant c'est facile à posteriori, mais pour le coup, je pense qu'on a bien fait d'y aller et d'y aller à fond. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Peut-être aussi, on a tenté des partenariats, on a tenté d'aller à l'international trop tôt ou trop mal. Ça, on le ferait différemment, les partenariats et puis l'international. J'aime beaucoup le deuxième point que tu as mentionné, je l'appelle parfois avec mes fondateurs, savoir dire non. Parce que nous aussi, donc, quand on parle et quand on cherche notre design partner, en fait, on devient un peu des yes men, on dit oui à tout, on va résoudre tous vos problèmes, on va savoir tout faire, on sait déjà tout faire et tout. La réalité est bien différente. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur parce qu'on est dans cette phase où on n'a pas de clients, on n'a pas grand-chose, on a envie d'en avoir. C'est une question de survie quasiment de la boîte, mais le prix à payer parfois peut être cher. Ça amène la boîte dans des directions, ça prend des ressources et tout. Après, il faut savoir trouver ce juste milieu. Donc, je vois bien ce que tu mentionnes, quoi. Dernière question. Est-ce qu'elle te manque, cette étape du 0 à 1? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quoi, 400 employés, vous avez levé combien vous avez levé En tout, avec la dette de 100 millions. Ouais, voilà, donc des montants colossaux. Vous êtes, vous êtes complètement partie de cette phase. Mais toi, en tant qu'entrepreneur fondateur, ce 0 à 1, est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu le vis encore un peu ou... Alors, le vis, non. Honnêtement, c'est très différent. Et ce qui me manque, non plus. Je crois que j'aime bien toutes les étapes, et en particulier celle d'aujourd'hui. Enfin, aussi celle d'aujourd'hui. Non, c'était très excitant, c'était super. Mais je suis content d'être là où on est aussi aujourd'hui. Et surtout, il y a à la fois la liberté, c'est sûr, c'est qu'à 400, on est beaucoup moins agile que quand on était deux. Mais on a aussi beaucoup plus d'impact aujourd'hui. Et puis, il y a des choses que je ne fais plus et j'apprends d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, mon directeur financier vient de partir. Le temps que le nouveau arrive, il y a une phase de transition. Je me mets à faire... alors ça serait un gros mot de dire le DAF de transition, parce que vraiment, je suis vraiment pas DAF, mais j'apprends énormément. J'ai un nombre de trucs que je connaissais pas sur la finance, que je suis en train de découvrir aujourd'hui. C'est passionnant. Et donc, mais je vois aussi tout le confort que ça a d'avoir des professionnels autour de soi et des gens qui ont de l'expérience et qui savent traiter les sujets et qui savent prendre les décisions en un claquement de doigts. Donc, j'aime bien toutes les étapes et je suis content d'être là où je suis. Oui, c'est cool. Vincent, je ne te prends pas plus de temps. En tout cas, un grand merci de nous avoir partagé ça. C'était super sympa. Merci à toi. À bientôt. Salut Vincent. Et voilà, on a un peu débordé. Vincent, je suis désolé.